Exactement 16h07 minutes. Bienvenue à votre billet de retour. Nous sommes vendredi le 27 mai 2022. À cette édition du 27 mai, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons faire une place spéciale au député de Vieux-France, Benjamin, qui sera en studio avec nous. Nous recevrons naturellement Jean-Emmanuel Pierre, qui est là, journaliste, politologue, directeur des nouvelles à tous les jours à cette émission. Et il est également expert pour nous des questions haïtiennes. Nous parlerons au professeur Pierre Jolicoeur, qui est professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et chef par intérim du département de politique et d'économie. Nous parlerons également à la professeure Emmanuelle Choquette, politologue chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Aussi, nous n'aurons pas avec nous Jean Fils-Aimé. Aujourd'hui, vendredi, il devrait être avec nous, mais il est indisponible aujourd'hui. Nous parlerons avec Ismaël Robert. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, alors... ça veut vous dire que nous allons avoir une belle émission qui sera rendue possible grâce au travail acharné de Madame Asma Heurteloup à la recherche et également au travail acharné de notre préposé à l'accueil téléphonique qui est Junie Libage, également préposé à la régie technique du côté de la télévision, grâce également à Dominique qui, elle, est à la circulation et la météo, mais aussi préposée à la régie technique du côté de la radio. C'est d'ailleurs à Dominique que nous demandons de débuter l'émission tout de suite. Encore une fois, bienvenue à votre billet de retour, Jean-Ernest, à l'antenne de votre AM 1410 à Montréal. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, ou presque les plus représentatifs. On parle de CPAM TV. Nous sommes également sur Facebook Live, le www.cpam1410.com, le www.cjms1040.ca et également sur votre téléphone au 438 804 55 20. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Alors, vous ne pouvez pas nous manquer. Iran protestation après l'effondrement d'un édifice et en fait 26 morts. Plus de 4 jours après l'effondrement de l'immeuble, des équipes de secours retrouvent toujours des corps sous les décombres. Des centaines de personnes ont défilé dans les villes du sud de l'Iran pour réclamer des poursuites à l'encontre des responsables de l'effondrement d'un immeuble plus tôt cette semaine. Et en fait, 26 morts ont rapporté vendredi des médias locaux. Lundi, l'immense métropole de 10 étages en construction à Abadan est l'une des principales villes de la province du Khouzestan. S'est partiellement écoulé au cœur d'une rue très fréquentée. Il s'agit de l'une des catastrophes de ce type les plus meurtrières depuis des années en Iran. Des vidéos et des photos publiées sur le site internet de l'agence de presse Fars montrent des centaines d'habitants défilant dans les rues d'Abadan jeudi soir pour pleurer les victimes en frappant sur des tambours traditionnels. Certains ont scandé « mort aux fonctionnaires incompétents ».
Un magasin appartenant à la famille du propriétaire de l'immeuble, également mort dans l'effondrement du Métropole, a été incendié et détruit par des inconnus jeudi soir, a rapporté l'agence Tasnim. À Khorramshahr, ville de la même province, des manifestants ont notamment demandé un procès sérieux pour les responsables de ce drame, selon Fars. Plus de 4 jours après l'effondrement de l'immeuble, des équipes de secours retrouvent toujours des corps sous des décombres. On ignore si des personnes en vie sont encore piégées sous les décombres. Vendredi soir, le bilan s'élevait à 26 morts après la découverte de 2 cadavres, a rapporté la télévision publique. Exactement 16h20, le National Rifle Association, grand-messe du lobby pro-armes après la fusillade du Texas. Le débat sur la législation des armes à feu dans le pays tourne pratiquement à vide, étant donné l'absence d'espoir d'une adoption par le Congrès d'une loi nationale ambitieuse sur la question. Le premier lobby américain des armes, la National Rifle Association, tient vendredi donc sa convention annuelle à Houston, secouée par une polémique due au timing de l'événement, 3 jours après la tuerie de 19 écoliers à Uvalde, à quelques heures de route, ce qui a poussé des politiciens et des vedettes de la musique country à annuler leur venue à l'événement. Si l'ancien président Donald Trump sera bien présent à cette grand-messe de la NRA, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a quant à lui prévenu qu'il ne peut plus s'y rendre. À la place, il donnera vendredi après-midi une conférence de presse à Uvalde. M. Abbott, grand défenseur du droit à détenir une arme à feu et candidat à sa réélection cette année, s'exprimera tout de même devant les membres de la NRA dans une vidéo préenregistrée, a précisé un de ses porte-paroles au grand journal Dallas Morning News. Son adjoint Don Patrick ne se montrera pas non plus afin d'éviter d'ajouter à la douleur des familles, a-t-il dit dans un communiqué. En fin de matinée, des milliers de passionnés d'armes à feu déambulaient déjà dans le vaste palais des congrès rempli de stands de fabricants exposant fusils semi-automatiques et équipements de chasse. « J'ai des armes à feu dans chaque pièce de ma maison », répondait en riant un sexagénaire quand on lui a demandé si le fusil qu'il envisageait d'acheter serait son premier. La convention de la National Rifle Association, prévue donc de longue date, arrive juste après qu'un adolescent de 18 ans ait ouvert le feu mardi dans l'école primaire Robb d'Uvalde, tuant 19 enfants et 2 enseignantes et plongeant une nouvelle fois les États-Unis dans un cauchemar de fusillade en milieu scolaire. Exactement 16h15, c'est le temps d'aller à ce premier tour à la circulation, la météo avec Dominique. Bon après-midi, Dominique. Comment ça va, Dominique? Allô, Jean-Ernest. Allô à tous. Ça va, merci. Pour ça? Ça va toujours bien, Dominique. Ça va toujours bien. Aujourd'hui, une petite journée pluvieuse, mais quand même, hein, ça se prend bien. Oui, ça se prend bien. Alors, d'abord, la circulation, Dominique. Oh, la circulation, bon, c'est parti. Les points chauds sont déjà là depuis un bout de temps déjà, surtout du côté de la 25 Sud. Et puis, oui, c'est ça, on est depuis l'échangeur Anjou, la 25 Nord. On est à Montarville. Et puis, ben, c'est ça, ça va comme ça jusqu'à à la 25, à la sortie du tunnel, du côté de Sherbrooke, Beaubien.
Et puis presque à l'échangeur Anjou, c'est au ralenti. Et puis ben c'est ça, depuis l'échangeur Anjou pour la 25 Sud. Et puis les Jacques-Cartier, bon les approches Notre-Dame, oui déjà occupé Papineau Nord, Saint-Joseph. Et puis Papineau Nord Notre-Dame, Papineau Sud Saint-Joseph, voilà. Et ensuite les approches début de la traversée pour Jacques-Cartier, c'est au ralenti. Autrement, le pont Champlain, la 15 Sud, on est déjà à l'échangeur Turcot, Bonaventure, on est à l'île des Sœurs. Et puis pour Victoria, Mercier, Saint-Pierre, Victoria. Bon, c'est ça, une doit vers la rive sud. Pour l'instant, il y a du ralentissement qui commence. Et du côté de Laval, P9 reste le plus occupé en ce moment. Et puis, autrement, c'est ça, Papineau-Leblanc, la voie de droite. Sinon, Viau, La Chapelle, ralentissement. C'est pour l'instant que du ralentissement. Et du côté des métropolitaines, en Est, bon... C'est ça, l'entrée Cavendish, Cavendish Descarrés, Christophe Colomb, Lacordaire, L'Angelier, puis bon, presque Anjou. Et puis, on est à Marien pour la 40S vers Repentigny. Et puis, autrement, en sens inverse, à l'approche d'Anjou. Et puis, bon, depuis, je dirais, Lacordaire, c'est au ralenti, c'est ça, Saint-Michel. Ensuite, vers Descarrés aussi. Et puis, l'ouest de l'île, toujours 40. Un coup de vertu pour la 13. On parle des classiques. Classique, ouais. Absolument. Et puis pour la météo, Dominique. Pour la météo, c'est de la pluie. On a une journée pluvieuse, on vient de le dire. Et puis ce soir aussi, 17 degrés. Et demain aussi, des averses, 23 degrés toute la journée. Et en soirée, 14, dimanche du soleil, 26. Pour en soirée, 16 degrés. Et puis lundi, alternant soleil et de nuages. Là, on parle de 26 degrés aussi, 15 en soirée et 23 pour mardi. Voilà, qui est bien dit, Dominique. Donc, c'est une fin de semaine pluvieuse, plus ou moins, moitié. Oui. Et puis donc, on va en profiter pour planter cette fois-ci-là. Il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas fait encore, madame, messieurs, je pense que vous êtes légèrement en retard. Alors, c'est peut-être le week-end pour se faire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bonne émission. Merci à toi aussi, Dominique. Alors, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour suivre l'évolution de la circulation surtout. Avec plaisir. Dans un instant, mesdames, messieurs, il devrait passer nous voir pour parler d'un projet qui lui tient à cœur. Et il travaille là-dessus presque régulièrement. C'est des bourses offertes par le bureau du député de Viau. Il vient d'en faire une remise et cet après-midi. Alors, on va en savoir un petit peu plus. On en profitera naturellement pour lui parler politique. Le Parti libéral qui est en sérieuse difficulté avec Franz Benjamin dans un instant. Mais entre-temps, parlons de la guerre en Ukraine. Près de 3 millions de réfugiés dans des pays européens non frontaliers. Près de 3 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté les pays frontaliers de l'Ukraine où ils avaient afflué après l'invasion russe pour se déplacer vers d'autres pays européens non voisins, a indiqué vendredi le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Au total, 6 659 220 Ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres du HCR. Parmi eux, plus de 3,5 millions se sont dirigés vers l'ouest en Pologne. Selon les dernières données dont disposent les analystes, 2,9 millions de réfugiés se sont déplacés au-delà des pays voisins de l'Ukraine, a affirmé Sabia Montu, porte-parole du HCR, lors d'un point de presse à Genève. Les plus grands nombres de réfugiés ukrainiens dans les pays non voisins se trouvaient en Allemagne, en Tchétchénie et en Italie, selon l'agence de l'ONU. La Pologne reste le principal pays d'arrivée et début mars, environ 100 000 réfugiés par jour arrivaient à la frontière polonaise, mais leur nombre a ralenti pour atteindre environ 20 000 au cours du mois de mai. Les réfugiés nouvellement arrivés proviennent souvent de zones fortement touchées par les combats, a expliqué Olga Sarrado,
Olga Sarado, qui est également porte-parole du HCR. Ils arrivent, je devrais dire, ils arrivent, c'est les réfugiés, et il arrive, il n'est pas réfugié, c'est un frère, un collaborateur, Franz Benjamin. Alors, on vous parlera un petit peu plus tard de l'Ukraine. Franz a sa place déjà. Ben oui, comment ça va, Franz? Ça va bien, mon cher. Ça va bien. va. Alors, Dominique, oui, je pense que le travail a été fait. Le micro est là. Franz Benjamin, c'est le micro 4 à Franz. Bon, comment ça va, mon cher? Ça va très bien. Bonsoir, Jean-Ernst. Bonsoir, Dominique. Et bonsoir à toute la belle équipe de CPAM. Donc, avec Junie aussi. Et Asma Heurteloup. Asma. Et bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la station. Bon, alors, il doit être très fier. Ça fait environ, alors je vais au pif comme ça, environ 6 mois qu'il a fait une remise de bourse. Je ne regarde même pas ses yeux, savoir si je me trompe grandement. Parce qu'on était au micro, Franz Benjamin, lorsqu'il a remis la dernière bourse à un jeune que nous avons accueilli au téléphone, et également avec Franz. Et là, il a récidivé. Franz Benjamin, ça devient une habitude, là. Ah ben, pour la réussite éducative dans Saint-Michel, pour la persévérance scolaire de nos jeunes, nous ne comptons pas ménager nos efforts pour appuyer les jeunes de la circonscription qui étudient et qui veulent réussir, qui veulent prendre leur place dans la société. Alors, Franz, c'est une bourse aux 6 mois, une bourse aux 3 mois, c'est... En fait, au rythme où nous allons, c'est plutôt 5 bourses aux 6 mois. Donc, 5 bourses aux 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de remettre quelques 5 bourses. Aujourd'hui, nous venons de remettre 2 bourses en santé, 2 bourses en éducation et 1 bourse dans le secteur des métiers. Alors, Franz, tu l'as dit, c'est d'encourager la persévérance scolaire dans le quartier Saint-Michel, et Dieu seul sait si on a besoin de persévérance scolaire dans le quartier Saint-Michel. Cependant, étant donné que il y a un autre organisme duquel tu es pas mal proche, qui fait à peu près le même travail, est-ce qu'il y a une forme de doublon dans ce que tu fais, non? Pas du tout. En fait, nous sommes plutôt en complémentarité. Je suis persuadé que tu fais allusion au Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, que je salue d'ailleurs. Tous les gestionnaires du fonds qui font un travail extraordinaire, que nous continuons d'appuyer d'ailleurs. Nous continuons d'appuyer le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Je viens d'ailleurs de remettre à peu près 5 000 $ en bourse, donc au fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Cependant, nous sommes sur le fonds 1804, comme les gens le savent, remettre des bourses aux jeunes qui sont au niveau du secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Nous avons choisi plutôt d'aller dans le prolongement, dans le sillage du fonds, c'est-à-dire d'aller appuyer des jeunes qui sont, par exemple, à l'université, qui sont au collège, qui sont en formation professionnelle. Ces jeunes-là qui auraient besoin d'un coup de pouce, alors nous avons choisi de continuer à les appuyer. Par exemple, aujourd'hui, une des jeunes filles à qui nous avons remis une bourse en éducation, elle est à l'université, c'est une ancienne récipiendaire d'une bourse du fonds 1804. Donc, elle est actuellement en 2e année à l'université en éducation pour devenir enseignante. Alors, elle a été retenue, sa candidature a été retenue comme récipiendaire de cette bourse-là. Elle s'appelle Stéphanie Loredan. Voilà, et je disais au début, Franz, que dans le quartier, on en a bien besoin de ce petit coup de pouce. C'est pas tant l'argent, oui, on a besoin d'argent aussi, que ces jeunes qui continuent d'avancer le poste secondaire, n'est-ce pas, puissent s'encourager ou se sentir encouragés d'une certaine manière.
par la communauté, c'est une chose, mais oui, ça peut aussi, la bourse, c'est généralement une bourse en argent, n'est-ce pas, qui peut aider à la jeune de se sentir belle, n'est-ce pas, de se faire belle, et aux jeunes de pouvoir s'habiller et s'équiper de running shoes sans avoir besoin de mettre de l'envie sur la paire au pied de l'autre, etc. Parce qu'on sait que ces choses-là attirent surtout du côté du bien mal acquis, n'est-ce pas, qui est très présent dans la communauté. Absolument. Et nous avons eu droit aujourd'hui à des témoignages très touchants. Et chacune de ces histoires, chacune de ces personnes que nous avions reconnues en leur octroyant cette bourse, et chacune d'elles a une histoire toute particulière à nous raconter. Que ce soit par exemple celle qui nous dit, écoutez, moi, à part d'étudier à temps plein, mais je suis aussi aidante naturelle. Je suis aidante naturelle, et pour moi, cette bourse-là va me permettre de me payer une session. Donc, alors ça c'est, on voit le tout. Mais j'aimerais, si tu permets, Jean-Yann. Mais je voudrais, parce que je risque d'oublier, c'est une petite parenthèse, aidante naturelle. Tu comprends que lorsqu'on dit aidante naturelle, il s'agit généralement de quelqu'un qui s'adonne, qui s'occupe d'un membre de la famille qui a perdu de l'autonomie, et ça c'est un aspect de la vie haïtiano-haïtienne, je dirais, n'est-ce pas, qu'on a perdu au profit de l'étranger, c'est-à-dire un chacun pour soi à l'étranger, n'est-ce pas, mais surtout le centre d'accueil est là, l'ambulance est là, et tout est là, le 911 est là, on peut tout. On peut être indépendant, alors que la vie en Haïti, c'était une vie littéralement associative, familiale, n'est-ce pas, où on avait besoin d'un village pour élever une famille, un enfant, pardon, n'est-ce pas? Absolument, et je connais encore, et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, plusieurs femmes et plusieurs hommes de la communauté, que je salue d'ailleurs, qui continuent qui ont gardé cette belle part de nos traditions haïtiennes, c'est-à-dire c'est des femmes et des hommes qui continuent à s'occuper, dans certains cas, de leur papa, de leur maman, d'une sœur, d'une grande sœur ou d'un grand frère. Et puis je salue ces personnes. Je sais que vous êtes quand même pas mal nombreuses et nombreux. Tu vois, on en parle, et puis j'ai des visages et des noms qui défilent dans ma tête. Et je salue ces personnes-là parce qu'effectivement, nous avons, dans notre culture, nous avons des aspects importants qu'on aurait tort de jeter à la poubelle. Absolument, absolument. Et puis, moi, c'est d'autant plus important pour moi qu'il s'agit quand même de gens qui, pour la plupart jeunes, là, qui ont grandi au Canada. Et tant mieux si on retrouve cette fibre pour nous permettre d'être toujours haïtiano-haïtien, n'est-ce pas, et de la bonne manière. Alors, je ne voulais pas t'interrompre dans ton élan, Franz. Tu peux continuer, oui. Alors, peut-être simplement souligner pour les gens qui nous écoutent que les critères de ces bourses du député de Viau, ce sont les critères. Il faut être résident, évidemment, de la circonscription de Viau, être aux études à temps plein, soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation et des sciences sociales, ou encore dans le secteur des métiers. Donc, ce sont là les critères de base. Et j'ai le grand bonheur de partager avec vous les noms des récipiendaires, donc des belles histoires de cheminement académique et de persévérance. Notre première récipiendaire dans le domaine de la santé, c'est Madame Liliane Trong, et une bourse de $2 500. Alors, elle est universitaire, elle étudie au niveau des sciences infirmières. Et ce Chong-là, ça me dit, c'est pas haïtiano-haïtien, c'est chinois, c'est asiatique, c'est asiatique, probablement, oui. Voilà. Alors, pour dire qu'il n'y a pas de préjugés, on fait exprès pour choisir que des Haïtiens. Tout à fait, c'est pas une bourse exclusive aux membres de la communauté haïtienne, c'est une bourse exclusive aux résidents de la circonscription de Viau. Donc, comme critère de base. Donc, vous savez quoi faire si vous voulez gagner cette bourse, déménager. Donc... Je ne sais pas si Saint-Michel est capable de recevoir tout le monde, mesdames, messieurs, mais il y a encore de la place. Voilà. Deuxième bourse, bourse en éducation, Cynthia Saintus. Une bourse de $1 500.
Cynthia Saintus, la belle histoire, c'est que actuellement, elle est en train de poursuivre des études supérieures en éducation, mais elle est déjà directrice adjointe d'une école. Voilà. Donc, alors, c'est une belle histoire, elle aussi. Une autre boursière dans le domaine de l'éducation, Madame Ouda Boussaïri, une boursière, $1 500 elle aussi. Elle, c'est une résidente de la circonscription, évidemment, et elle a étudié, elle vient tout juste d'être diplômée comme éducatrice spécialisée. Une autre mention en éducation, Stéphanie Loredan, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été il y a quelques années boursière du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et qui aujourd'hui est boursière avec nous. Une autre résidente de la circonscription, Dylan Bernier, en éducation elle aussi, donc résidente de la circonscription. Une autre boursière dans le domaine de la santé, Madame Widnaël d'Orsainville, avec une mention spéciale du député de Viau, donc pour son engagement dans la communauté, dans la collectivité. Et le dernier, il n'y a pas que des femmes. Il y a pas des moindres, mon cher. Voilà. Monsieur Twensi Mohamed Salah, donc boursier dans le secteur des métiers, lui. Donc, voilà, ces gens-là, ces jeunes qui font notre fierté dans la circonscription. Alors, Franz Benjamin, encore une fois, félicitations pour ce bon travail qui est fait. Reste là, reste. Non, je reste là. Reste assis. On va faire la pause commerciale, Franz. Ce qu'on va faire là, on va abuser un peu du député de Viau, mesdames, messieurs, qu'on n'a pas tous les jours. Qu'on aura demain. Non, qu'on aura demain. Oui, on va en profiter. Mais Franz, on va en profiter pour parler politique parce qu'il y a des sondages qu'on aimerait voir ailleurs, mais malheureusement, c'est les sondages qui concernent le Parti libéral et tous les partis de la législature du Québec. Mais messieurs, il faut en parler et voir quelles sont les perspectives pour le Parti libéral avec Franz Benjamin. Il est 16h33. Mesdames, messieurs, on s'en va à la pause commerciale de la demi de l'heure. On revient tout de suite. Ça sera encore avec le député de Viau, Franz Benjamin. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour, traiteur, des professionnels des cuisines. Exactement 16h35 à l'écoute de votre AM 1410. Notre invité Franz Benjamin, député de Viau. On vient de voir la remise et il me fait comprendre que c'est peut-être la 6e bourse qui a été remise, n'est-ce pas, depuis les 6 derniers mois, parce que la première fois, on était littéralement en direct
de cette remise. Et puis là, on vient d'en avoir 5 bourses qui ont été remises. Et encore une fois, félicitations aux députés de Viau. Franz, pour clôturer cet aspect-là de remise de bourse, est-ce que tu as suivi le modèle d'un autre député de l'Assemblée nationale? Est-ce que tu as copié un bon exemple où tu as inventé le genre ou dis-moi? Non, enfin, pour moi, en fait, déjà mon implication, les gens connaissent mon implication, ma grande implication avec le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Et alors, mon modèle, c'est le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Alors, quand on travaille et pour la persévérance, pour la réussite éducative, et quand on a le privilège de représenter une circonscription où il y a quand même des défis importants en matière de réussite éducative, donc on se doit de ne pas ménager les efforts, de déployer toutes les façons possibles et imaginables pour soutenir la réussite éducative. Et les bourses du député de Viau, c'est une chose, mais une des initiatives que j'ai prises depuis maintenant 4 ans que je suis dans la circonscription, ça n'arrête pas là, je sillonne les écoles primaires de la circonscription. Alors, donc j'imagine que c'est un moyen pour toi d'être député à vie, là. Non, je ne souhaite pas être député à vie, mais je souhaite quand même, c'est ma prétention, de pouvoir bien servir les gens de Saint-Michel. Franz Benjamin, la politique, on y est. La politique, ces jours-ci, enfin les sondages, le dernier qui a été dévoilé ce matin dans le journal, prédit vraiment un gouvernement Legault terriblement majoritaire, outrageusement majoritaire, qui gagne sur tous les tableaux. Et moi, surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est de voir le glissement du Parti libéral de Dominique Anglade, ton parti, mon cher. Comment on peut arrêter la saignée? Ben, tu sais, Jean-Ernst, nous, au niveau du Parti libéral du Québec, nous n'avions pas pour habitude de commenter les sondages, mais cependant, comme collaborateur de cette station, j'enlève mon chapeau de député, et mais comme collaborateur de cette station, je n'ai pas l'habitude de ne pas répondre aux questions. Bon, alors, pour répondre à tes questions, à ta question, je crois que 6 mois dans une vie politique, c'est énorme. Tu parles de glissement, je pense que les chiffres que j'ai vus, on ne peut pas parler de glissement, on peut parler de statique, à la rigueur. On peut parler de statique, c'est du 18%. On est de 18%. Non, mais je regarde dans les intentions de vote, 18%, mais par contre, lorsqu'on pose la question à savoir qui ferait le meilleur premier ministre, Anglade a glissé là, à l'avant-dernière position, là, juste avant Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, je crois que ce que je dois féliciter Dominique Anglade, car au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines en particulier, Dominique a eu à prendre des positions très courageuses. Très courageuses. Vous savez, quand on se tient debout en politique, et les gens n'aiment pas les gens qui sont hypocrites en politique. Quand on se tient debout pour dire que le projet de loi 96, qui vient d'être adopté parce que la CAQ dispose d'une majorité à la Chambre, c'est une loi injuste envers beaucoup de Québécois, envers les Premières Nations, envers les anglophones, et envers nous aussi, les immigrants. Ces positions-là, ce n'est pas souvent des positions populaires. Mais la politique, je le sais, n'est pas toujours un concours de popularité. La politique doit être aussi un lieu de vertu, de principes et de valeurs. Et les valeurs, à terme, peut-être pas à court terme, quand on se tient du côté des principes et des valeurs, à moyen et à long terme, ça finit par payer. Et comme nous sommes à 6 mois, nous ne sommes pas, et je l'ai dit, en politique, 6 mois, c'est une éternité. Nous ne sommes pas dans le court terme. Le court terme, pour moi, c'est ce soir et demain matin en politique. Nous sommes à moyen terme, à moyen terme. Donc, j'ose espérer que les Québécoises et les Québécois comprendront que l'alternative que nous offre le Parti libéral du Québec, l'équipe libérale, reste la meilleure alternative pour le développement du Québec et aussi
pour la promotion du français, puisque je parlais de la loi 96. Ce qui est inquiétant, à venir jusqu'ici, le Parti libéral représentait la planche de salut pour la minorité anglophone. Et là, on voit la minorité anglophone en désarroi. D'ailleurs, c'est la CESM compte bien contester cette loi 96 en cours. Et vous avez de plus en plus aussi de membres de la communauté qui décident de partir avec un nouveau parti capable de défendre les intérêts de cette minorité anglophone. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Parti libéral. Mais comme nous l'avons toujours dit, donc la contestation d'un projet de loi que nous considérons par ailleurs comme une mauvaise loi, comme une loi injuste, la contestation dans une société démocratique, c'est ce qu'il y a de plus souhaitable. Maintenant, cette contestation-là se fera. Mais pour ce qui est de la position du Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Québec a toujours été, depuis les 150 dernières années, le parti qui a su rallier tous les Québécois. C'est-à-dire une majorité de Québécois, francophones, anglophones. Et peu importe, nous, au Parti libéral du Québec, nous croyons que nous sommes tous et toutes Québécois, peu importe notre date d'origine, peu importe notre lieu d'origine. Et nous croyons que en octobre prochain, donc les Québécois, qu'ils soient francophones, anglophones ou allophones, comprendront que le Parti libéral du Québec, c'est le parti qui s'est opposé à la loi 21, qui est une loi injuste, qui est contestée par ailleurs. C'est le parti qui s'est opposé à la loi 96, contrairement à Québec solidaire, en passant. Contrairement à Québec solidaire, qui se disait le parti qui défend les principes d'égalité ou d'inclusion, on a vu, le Québec solidaire a appuyé la loi 96. C'est-à-dire une loi qui est injuste envers les... Je donne un exemple aux gens qui nous écoutent, Jeanne, si tu permets, ça, quelques minutes. Parce que les gens doivent comprendre, quand ils entendent parler de la loi 96, c'est pas seulement une loi qui aura un impact pour les anglophones. Actuellement, je donne l'exemple, prenons-nous dans la communauté haïtienne. Nous avons traditionnellement, historiquement, deux façons pour nos enfants d'apprendre l'anglais, de pouvoir maîtriser correctement l'anglais. La première façon, l'été, on les envoie visiter une tante ou un oncle ou une cousine. Ils passent l'été aux États-Unis et ils reviennent maîtrisant davantage la langue. Et au bout de quelques années, ils vont finir par parler la langue. La deuxième façon qu'on a, il y a beaucoup de jeunes de la communauté haïtienne que je connaisse par ailleurs, qui sont des jeunes qui, quand venait le temps pour eux de choisir leur collège, d'aller à Dawson pour pouvoir apprendre l'anglais. Mais vous savez ce qui va arriver avec ce projet de loi-là? Parce que cette loi-là prévoit le plafonnement dans les collèges. Ce qui va faire qu'à terme, nous, les gens de la communauté haïtienne, par exemple, les jeunes de la communauté haïtienne qui voudraient, ne pourront plus choisir leur cégep. Bon, naturellement, naturellement, entre toi et moi, là, si c'est pour défendre le fait français, pour faire en sorte que plus de gens parlent, parce que le français est en péril au Québec, on serait d'accord. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que par la coercition, on arrivera à faire en sorte que le français soit parlé par plus de gens? Encore hier matin, à côté de chez moi, chaque fois, le classique, il y a des chantiers qu'on ouvre, surtout lorsqu'on refait le toit de la maison à côté, n'est-ce pas? Et le classique, Franz Benjamin, est tout le temps la même chose. La radio de ces gens de chantier-là, s'ouvre et puis sur un poste en anglais, avec la musique anglaise, et puis jamais, on entendra la musique. Alors, c'est un attrait qui manque dans nos lois, c'est un attrait qui manque dans les mesures qui sont prises, et je me dis que peut-être qu'avec la loi 96, on devrait aller chercher cet attrait-là, mais ce n'est pas sûr qu'on a mis suffisamment d'attrait pour porter les Québécois à s'exprimer en français et à adopter le français. Ce n'est pas sûr du tout, puisque, vous savez, celui qui vous parle, la langue française, c'est ma deuxième langue. C'est la langue dans laquelle j'écris aussi, que je publie. Donc pour moi,
on n'a pas à me convaincre de la nécessité de protéger le français. Aussi longtemps que nous serons encore au Québec des Québécoises et des Québécois, le Québec aura toujours besoin de protéger le français. Maintenant, l'outil qui a été utilisé, la loi 96, c'est le mauvais outil. Figurez-vous, dans cette loi-là, on ne parle pas, parce que parler de la langue, c'est parler de la culture. On ne parle pas de culture québécoise. On ne parle pas de protection de la qualité de la langue. On ne parle pas, par exemple, d'analphabétisme, lorsqu'on sait que la fondation québécoise de l'analphabétisme nous dit qu'au moins 30% des Québécois sont analphabètes. Parler de la protection, de la promotion de la langue française, il fallait aborder ces aspects-là. C'est pas en ostracisant les gens, c'est pas à coup de menaces, à coup de discrimination qu'on va protéger une langue. Un autre point. Un autre aspect qui est injuste aussi dans cette loi-là, je veux parler de la réalité des autochtones anglophones. Il y a des Premières Nations autochtones qui sont des anglophones. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la réussite éducative, de la persévérance scolaire, Jean-Ernst. La situation dans beaucoup de communautés autochtones en matière de réussite éducative, du taux de diplomation, elle est catastrophique. Lorsque vous imposez à ces personnes-là réussir des cours en français, ce que vous faites, vous créez des conditions objectives d'échec de ces personnes. Davantage. Et on ne peut pas cautionner ce genre de truc. Il y a, pour terminer, l'immigration. C'est un dossier qui a été remis au Premier ministre à 2 spécialistes, dont un économiste de renom, qui ont décidé, les 2 spécialistes, que le seuil d'immigration devrait être augmenté jusqu'à un maximum de 58 000 personnes par année, alors que le Premier ministre regardait un seuil autour de 50 000 et disait qu'on ne dépasserait pas ce 50 000. Et j'ai parlé aussi de Pierre Fortin, qui est l'économiste hier, par rapport justement à ce type de choix qu'on semble faire au Québec de l'immigration, parce que le rapport spécifie au Conseil et au gouvernement d'aller essayer de rapatrier certains aspects résidus de la loi de l'immigration pour pouvoir aller chercher les immigrants, surtout temporaires, par nous-mêmes au Québec. Mais on connaît la sensibilité du gouvernement. Il y a les immigrants qui passent par le chemin Roxham. Non, on préfère fermer le chemin Roxham. Il y a d'autres immigrants venus d'ailleurs, dont de l'Ukraine, qu'on aimerait aller chercher. Alors j'ai posé la question, pourquoi ce type de choix-là? Est-ce que en politique, on arrive, pas en politique générale, mais politique québécoise, à poser, à cerner cette question d'immigration-là, le choix d'immigration, quelle immigration, pour quel type d'immigrés, qui on cherche? Est-ce qu'on a une préférence en immigration ici au Québec? La question se pose avec la CAQ. Visiblement, quand je me réfère à plusieurs déclarations de François Legault, qui démontrent clairement à quel type d'immigration qu'il préfère. Rappelons-nous, lors de son premier voyage en France, il est arrivé, il a dit, écoutez, nous des immigrants français, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Pendant ce temps, je vais donner un exemple, une situation que nous vivons actuellement. Dans ma circonscription, il y a une entreprise d'aide à domicile. C'est une entreprise qui embauche des personnes, il les forme, cette entreprise-là les forme. Ce sont des personnes qui travaillent dans cette entreprise-là depuis 3-4 ans. Ce sont des personnes qui sont en attente de régularisation de leur statut. Pendant ce temps, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'aide à domicile. Mais ces personnes-là sont encore avec une épée de Damoclès sur leur tête. Pendant ce temps, tout le monde, incluant le gouvernement fédéral, voulait dernièrement régulariser tous les anges gardiens. C'est-à-dire à la fois les préposés aux bénéficiaires, les agents, les préposés à l'entretien, préposés à l'alimentation, etc. Mais c'est le gouvernement Legault, c'est François Legault, la CAQ. C'est la CAQ qui a dit non. C'est la CAQ qui a dit non. La CAQ, visiblement, et je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier à le dire, a une vision fermée.
et que certains même qualifient de vision ethnocentrique. Est-ce qu'on peut se rappeler ce que François Legault, si jamais il a donné une réponse par rapport à la question qui lui a été posée pour ces nombreuses infirmières haïtiennes qui ont soutenu le système à bras le corps, les préposés, les médecins haïtiens qui, pour la plupart, ont étudié en Haïti. Lorsqu'on a parlé de faire le choix des infirmières, augmenter un peu des infirmières venues d'ailleurs, et qu'on lui a parlé d'infirmières venues d'Haïti, et qu'il a dit que ces Haïtiennes ne sont pas francophones. Oui, absolument. N'a jamais donné de réponse là-dessus. Absolument. Et il a fallu, et il faut saluer d'ailleurs le travail de Maud Pierre-Pierre, du ralliement des infirmières haïtiennes. Il a fallu que nous fassions pression, et Dominique Anglade est intervenu dans ce dossier-là aussi, pour faire pression, pour qu'ils, en fin de compte, finalement, ils finissent par dire, oui, on va inclure Haïti là-dedans. Alors, vous voyez, donc quand on parle de double discours, ou de discours identitaire, fermé, donc c'est ça la CAQ. Alors, Frantz Benjamin, 6 mois en politique, c'est une éternité. On est d'accord là-dessus, mais il faudra travailler, s'y mettre véritablement et arriver parce que il me semble que 6 mois, ça peut aller aussi très vite et François Legault semble être sur une pente descendante, sans vouloir dire qu'il va chuter, mais ça va vite, n'est-ce pas? Ça va vite, mais cette responsabilité-là, vous savez, quand on vient de parler des problématiques liées à l'immigration, on a parlé de la loi 96, on a parlé de la loi 21, autant de dommages faits à la société québécoise sur les questions d'inclusion. Cette responsabilité-là, la responsabilité de dire la vérité à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, c'est une responsabilité de nous, évidemment, nous du Parti libéral du Québec, mais aussi pour les gens qui nous écoutent aussi. Je pense que oui, vous aurez en octobre prochain à aller voter, j'espère que vous allez voter en grand nombre, parce que c'est important de faire votre devoir de citoyen. Mais j'aimerais bien ajouter une petite responsabilité de plus aussi. Celle aussi de parler aussi à vos voisins, à vos camarades de travail. Donc, pour leur dire la vérité sur les dégâts, parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients du dégât ou des dégâts que François Legault commet dans le tissu social du Québec. Je lisais un article une chronique un peu plus tôt ce matin d'Yves Boisvert, qui parlait du nationalisme québécois qui était toujours un nationalisme inclusif. Sauf depuis les dernières années où on a vu, c'est un nationalisme avec une couleur plutôt... Le nous et le eux. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup, Frantz Benjamin, d'être venu. Et encore une fois, félicitations pour l'initiative des bourses du député de Viau. Et puis, on espère pouvoir participer plus largement à la prochaine distribution, la radio en direct du bureau de comté du député, n'est-ce pas, ou la remise ici à la radio en direct pour pouvoir tout suivre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On sait pas. On sait, par exemple, qu'on sera dans le comté du député, de la députée sortante de Bourassa en juin prochain pour faire une façon de dire adieu à Paul Robitaille, qui est une grande dame, n'est-ce pas, et puis aussi une façon d'aller voir du monde dans Montréal-Nord. Naturellement, le député sera un de nos invités. Avec grand plaisir, évidemment, surtout CPAM à Montréal-Nord, c'est parfait pour une journée. Donc, CPAM ailleurs, c'est parfait pour une journée. Donc, CPAM avec ses fibres michelloises, à vie. À vie. Pour la vie. Merci beaucoup, mon cher Frantz Benjamin. Merci. 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 Au revoir. À demain, mon cher Frantz Benjamin, député de Viau, qui vient de nous parler de cette remise de bourse du député de Viau, justement. Nous avons avec nous en ligne Jean-Emmanuel Lebien. Ah, ben oui, bon, ouais, le député est là, il ne regardait plus du côté du téléphone. Eh ben voilà. Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va, Jean-Emmanuel, mon cher?
il arrive que perdu dans les souvenirs. Ah oui, elle était perdue. C'est vraiment un beau spot, ce spot-là. Chaque fois que je l'entends. Ah oui? Ah ben. Oui, absolument. Merci beaucoup, mon cher. Il est inspiré. Inspiré. J'étais inspiré. Alors, Jean-Emmanuel, cette actualité haïtienne. Bon, et comme tu pouvais l'imaginer, d'abord, on commence par l'actualité immédiate avec une autre bonne nouvelle, la libération du docteur Jacques-Pierre Pierre, le directeur médical de l'hôpital général, après la libération avant-hier de la pédiatre Benetti Augustin, ce qui a permis de reprendre les activités tout de suite dans les hôpitaux Saint-Luc et Saint-Damien. Là, c'est la grève à l'hôpital général qui est aussi levée, ouf de soulagement pour la population. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, même quand, je sais que chaque fois tu me dis, la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle, c'est que on a dû payer des rançons énormes à ces bandits, à ces vagabonds. Bon. Mais, autre chose, la journée était un peu plus calme dans le bas de la ville, au bas de Delma, à Bel-Air, où pendant une bonne partie, où la nuit était ponctuée de tirs nourris. Ce matin, les activités étaient paralysées dans les premiers moments. Et là, au fur et à mesure, les activités ont repris et le calme fragilement est revenu dans Port-au-Prince, dans ces quartiers de non-droit, dans Port-au-Prince de tous les dangers. L'actualité immédiate, donc, c'est ça, et cette mobilisation qui se prépare. Jean-Ernest, le Grand Sud, qui se prépare à arrêter, à arrêter les activités, commerçants et chauffeurs, etc. Mais on parle du Grand Sud, les départements qui sont bloqués. Il y a une coordination, je trouve ça génial, qui est en train de se mettre en place à compter du 1er juin pour forcer le gouvernement à faire quelque chose et à débloquer la situation dans Martissant de tous les dangers. Donc, c'est une perspective que je trouve extrêmement intéressante. Intéressant. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on va finir, s'il y a encore des autorités dans le pays à réussir à réveiller ces gens-là qui semblent dormir et qui... Au gaz, exactement. Et puis bon, ce qui domine l'actualité, c'est les articles du New York Times qui se multiplient, les réactions qui se multiplient par rapport aux articles du New York Times. Globalement, on ne s'attend pas à grand-chose, mais on s'attend à ce que, au moins, le grand public, que le monde soit au courant de ce qui s'est passé et qui sait les conséquences que ça peut avoir. Mais c'est à peu près tout, Jean-Emmanuel, qui domine. Grosso modo, il y a l'actualité très très locale. Absolument. Que nous allons aborder pour éplucher une à une à la loupe à regard ce soir 20h, Jean-Emmanuel, comme tous les soirs de la semaine. Merci, Jean-Emmanuel Pierre. Merci beaucoup, Jean-Ernest Pierre. Jean-Emmanuel Pierre est journaliste, politologue, directeur des nouvelles à CEPAM, expert des questions haïtiennes, mesdames, messieurs. Il est presque 17h et dans quelques instants à 17h03, nous devrions avoir avec nous le professeur Pierre Jolicoeur. Il est professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et chef par intérim du département de politique et d'économie. 17h dans tous nos studios. C'est ici qu'on observe la pause commerciale de l'heure. Mesdames, messieurs, on revient pour la suite dans un instant.
Exactement, 17h02. Nous avons avec nous en ligne professeur Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et chef par intérim du département de politique et d'économie. Bon après-midi, professeur Pierre Jolicoeur. Oui, bonjour. Comment ça va, professeur? Ça va très bien, merci. Oui, ça va très bien. Et je regarde cette actualité de l'Ukraine. Bon, c'est ce qui devrait arriva, ou presque, n'est-ce pas? Au jour 92, des combats intenses dans l'Est où la Russie est accusée de génocide. Mais ça, c'est une chose. Il semble que la Russie manque des points. Et le Donbass est presque entièrement tombé, là. Oui, alors, dans le Donbass, essentiellement, il y a deux provinces ukrainiennes qui sont concernées, la province de Luhansk et l'autre de Donetsk. Alors, Luhansk est pratiquement entièrement sous le contrôle russe, effectivement. Donetsk, il reste encore quelques territoires qui échappent au contrôle russe et où les forces ukrainiennes tentent désespérément de préserver le territoire, mais ça reste que c'est sous le feu russe et un feu intense, dit-on. Alors donc, on parle d'un changement de ton. Il semble que la Russie a fini par trouver la note juste pour gagner assez rapidement le Donbass. Est-ce qu'on pense que Vladimir Poutine peut arrêter ses ambitions à partir de l'Est et du Sud pour mettre un terme à cette guerre? Il y a plusieurs propositions de négociation, dont celle de l'Italie, qui ne semble pas faire l'affaire de tous les Occidentaux. Et est-ce qu'on finit par trouver cette pomme de discorde entre les Occidentaux qui s'entendaient très bien jusqu'ici là? Oui, alors il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, le contrôle, le progrès russe dans le Donbass se poursuit. Est-ce que il ne contrôle pas encore tous les territoires, mais progressivement, ça se fait lentement cependant. Le progrès n'est pas rapide, pas aussi vite que ce que les autorités russes voudraient. Cela dit, une fois qu'ils auront, il y a quand même peu de doute qu'ils réussissent à contrôler l'ensemble du Donbass dans un avenir très proche, est-ce que Vladimir Poutine ou les autorités russes vont s'en contenter? On peut en douter. C'est difficile à prévoir parce qu'ils ont changé plusieurs fois leur stratégie et changé plusieurs fois leurs objectifs dans ce conflit. Alors, on peut espérer pour les Ukrainiens qu'ils se contentent du Donbass et du sud de l'Ukraine. Cependant, on sait que un des objectifs affichés quelquefois au cours de ce conflit est le contrôle de l'ensemble du sud de l'Ukraine, donc aller au-delà de la région qu'ils contrôlent déjà, autour de la mer d'Azov et la péninsule de Crimée, mais poursuivre jusque dans la région d'Odessa et joindre le territoire de la Transnistrie dans la République de Moldavie voisine. Donc, avoir un contrôle complet de l'ensemble du sud de l'Ukraine. D'autres rumeurs veulent que les ambitions de Vladimir Poutine à propos de Kiev ne soient pas complètement tombées et qu'une fois qu'il aura sécurisé certains territoires dans l'Est et le Sud, il pourra réacheminer les troupes un peu plus loin et relancer l'attaque vers Kiev. Alors, on ne sait pas. Seul l'avenir va nous le dire, mais une chose est sûre, l'issue du conflit est encore assez loin, semble-t-il. Incertaine. Et s'il faut parler du plan italien, le plan italien veut qu'il y ait un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, mais pas dans l'OTAN. C'est un plan qui est refusé de tous les côtés. Et on voit que Vladimir Poutine dit, moi, je veux faire toutes les acquisitions possibles avant de parler de négociation. Ça veut dire quoi? Alors effectivement, c'est une proposition de paix. Parmi d'autres, d'autres viendront aussi. Alors le point positif de
de ce plan est que, à tout le moins, on échafaude des plans, des tentatives de sortie de crise, et ça permet aux différents protagonistes de se positionner et d'accepter ou de refuser. Et là, ça nous permet de voir aussi jusqu'où les autorités russes sont prêtes à aller. Semble-t-il, elles refusent ce plan. Mais du côté occidental, vous avez raison de le mentionner également, qu'il n'y a pas unanimité. Alors, c'est un plan qui nous provient des autorités italiennes. D'autres offrent différents plans. Et on voit que ça provoque un peu des divisions au sein du front occidental, où on avait affiché jusqu'à maintenant une certaine unité, malgré les différences. Hein, il y a toujours des problèmes entre ceux qui sont dépendants du pétrole et du gaz russe, qui ont des perspectives souvent plus radicales, étrangement, plus radicales à l'endroit de la Russie que les autres pays occidentaux. Ça, c'était traditionnellement. Maintenant, depuis que le conflit s'est lancé, depuis le 24 février, on voit que des pays qui sont très dépendants au gaz et au pétrole russe sont très réfractaires à adopter une ligne dure contre la Russie. On pense notamment à l'Allemagne, dont le rôle semble empêcher chaque proposition de paix ou chaque prise de position plus radicale à l'endroit de la Russie ou des embargos. Et donc, le front occidental risque de s'effriter si le conflit dure très longtemps. Ça met sous pression et c'est un défi pour les chancelleries occidentales de conserver leur unité. Donc, seul l'avenir nous dira si on maintiendra cette unité et si on sera capable de ensemble mettre sur pied une proposition de paix qui sera acceptable et acceptée. De plus en plus, la Russie qui pose des gestes qui indiquent qu'elle veut prendre possession effectivement de ce territoire de l'Est de l'Ukraine. La Russie a ainsi annoncé qu'elle allait permettre aux habitants des régions de Zaporijia et de Kherson de demander un passeport russe via une procédure simplifiée. Oui, alors c'est une stratégie que la Russie a déjà utilisée plusieurs fois dans le passé, dans des territoires qui sont contestés dans les anciennes républiques soviétiques. Alors, selon certaines dispositions du code de citoyenneté russe, on a permis à chacun des anciens russophones de l'ex-URSS, et oui, il y en a des millions qui sont dispersés dans les anciennes républiques, qui sont tous des États indépendants aujourd'hui. Il y a des millions de locuteurs russophones dans ces pays, et ils peuvent se prévaloir de la citoyenneté russe en obtenant le passeport. Et le fait d'avoir des passeports russes a permis, dans le passé, à la Russie de se donner une assise légale pour intervenir dans les pays étrangers. Par exemple, dans la guerre de 2008 contre la Géorgie, la Russie a utilisé le prétexte qu'il y avait des citoyens russes à protéger, russes, donc pas juste des russophones, mais des gens qui étaient détenteurs du passeport russe, pour justifier l'intervention en Géorgie. Donc, il y a eu une guerre de 5 jours, et au bout de ces 5 jours, la Russie contrôlait près d'un tiers du territoire de la Géorgie, avant de se retirer et de reconnaître l'indépendance de 2 petits territoires sécessionnistes en Géorgie. Alors, un scénario similaire pourrait se produire en Ukraine, à savoir que en émettant des passeports russes, la Russie se donne une responsabilité de protéger des citoyens qui lui appartiennent, en fait. Donc, en quelque part, la Russie se donne les moyens d'intervenir ou de revenir si jamais il devait quitter. Et une façon de reconnaître qu'il y a des trous dans l'armure occidentale, c'est de voir la France qui souffle un peu le chaud et le froid, la France qui a envoyé des armes létales à l'Ukraine, mais la France qui appelle à un processus de paix dans lequel l'Ukraine devrait céder du territoire à la Russie. Oui, alors, donc la France n'est pas la seule dans cette position, mais il y a eu, ça a fait un peu les nouvelles au cours de la semaine. Alors, effectivement, la proposition de céder du territoire qui est refusée d'emblée par les autorités ukrainiennes. Leur position de principe, et ça se comprend, c'est
c'est de dire que tant que l'envahisseur russe occupe du territoire inacceptable, soit de négocier ou d'accepter une proposition qui aille dans le sens d'une perte de territoire. Il faut dire que pour l'Ukraine, c'est très difficile de recevoir ce genre de commentaires venant d'une puissance aussi sportive qu'elle puisse l'être, comme la France, mais de se faire dire qu'elle devrait céder du territoire à la Russie, ça revient qu'à dire que une intervention militaire est devenue acceptable pour la modification des frontières. Et ceci pourrait remettre en cause l'ordre international. C'est quand même assez grave comme proposition parce que si on cautionne les changements de frontières violents suite à une intervention militaire, une fois dans le cas de l'Ukraine, c'est ouvrir ce principe pour éventuellement d'autres situations analogues. Ça pourrait encourager d'autres puissances, d'autres pays à intervenir et après coup recevoir en cadeau une partie du territoire qu'ils ont conquis pour faire taire les armes. Alors, ceci pourrait, à terme, encourager d'autres conflits. Donc, c'est une position très dangereuse. D'autres conflits, mais particulièrement avec Vladimir Poutine. Ça fait à peine 8 ans, l'annexion de la Crimée et aujourd'hui la guerre contre l'Ukraine. Où est-ce que ça finira? Si on cède aujourd'hui, c'est comme donner un sein blanc à Vladimir Poutine. Mais en tout cas, je ne sais pas si Vladimir Poutine sera très populaire du côté des écoliers de Mariupol. Il a décidé de surseoir aux vacances scolaires d'été pour préparer les élèves de la région à un programme russe, n'est-ce pas? C'est non seulement de dénazifier, mais c'est de russofier, je ne sais pas comment on dit, n'est-ce pas, l'Ukraine d'une certaine manière, à tout le moins la région de Mariupol. Tout à fait. Il veut russifier la région. Ou crucifier, professeur. Oui, alors il s'agit en quelque sorte d'inverser une tendance qui était apparente depuis quelques années, à savoir que la région qui était en partie russophone, une grande partie de la population parlait déjà russe dans la région, avait déjà été russifiée autrefois, était dans un processus d'ukrainalisation, je ne sais pas comment dire, mais qu'il y avait une tendance à l'abandon de la langue russe et davantage l'usage de l'Ukraine. Et évidemment, la population locale était soumise à un programme scolaire concocté par les autorités ukrainiennes. Donc maintenant que la Russie contrôle le territoire, c'est un peu habituel, mais condamnable, mais habituel de voir que on veut modifier le programme scolaire pour donner une tournure pro-russe et surtout favoriser l'usage de la langue russe pour que, à terme, si la Russie contrôle le territoire pendant assez longtemps, au terme d'une génération, la population sera maintenant russifiée et pourra être intégrée de façon permanente à l'État russe. Qui sait, peut-être que c'est de là que viendra le remplaçant de Vladimir Poutine. C'est une possibilité. S'il reste en poste très longtemps, on commence à parler de plus en plus d'insatisfaction au sein des autorités russes. Donc depuis longtemps, il y a des gens qui contestent son autorité, mais n'osent pas le faire de façon trop publique. Mais les désaffections se multiplient au sein de l'appareil russe. On a eu un cas d'un diplomate, donc il a fait avec éclat cette semaine en démissionnant mais en exposant ses motifs pour abandonner l'État russe. Ceci pourrait engendrer une vague, c'est ce que certains espèrent et c'est ce qu'on observe. Pour l'instant, la vague est plutôt limitée, mais il y a de plus en plus de personnes qui affichent leur inconfort avec les décisions du gouvernement russe et qui quittent le navire. Professeur Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada et chef par intérim du département de politique et d'économie. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Merci et bonne fin de semaine, professeur. Merci bien. Au revoir. Au revoir.
Il est 17h17. On fait tout de suite un tour à la circulation. La météo, Dominique est prête. Allô Dominique, comment ça va Dominique? Allô Jean-Ernest, oui ça va, merci. Comment se présente ça? Moi je vais toujours bien, tu vois, je suis très heureux. La vie est belle toujours, on est vendredi, n'est-ce pas? Je vais faire 1 heure de plus d'émission en préparation, mais la vie est belle. Dominique, dis-moi, la circulation se présente comment? Occupée, oui. Occupée? Oui, toujours, plus que jamais. En fait, c'est ça, du côté de la rive sud, bon, le tunnel reste depuis l'échangeur Anjou, on est encore à l'échangeur Anjou. En sens inverse, ça n'a pas vraiment bougé. Et puis, pour du côté de Champlain, on est toujours à Turcot, la 15 Sud, et Victoria, le pont Victoria pour le pont Bonaventure. Et ensuite, on est... oui, désolé. On est le pont Jacques-Cartier, les approches de Notre-Dame, la 132, début de la traversée de Jacques-Cartier, la 132, oui, c'est occupé. Puis bon, oui, les approches pour Jacques-Cartier Sud aussi. Et autrement, on regarde du côté des métropolitaines, bon, c'est ça, des carrés vers la métropolitaine. On parle de ralentissement en sens inverse aussi. Et puis, on est toujours à Cavendish, vraiment, et c'est vraiment... lourd, là, vraiment jusqu'à Christophe Colomb. Un petit répit, l'accordaire L'Angelier, l'accordaire Anjou, toujours pour la 25 Sud. Et puis, on est à Tamarien pour la 40 Est, puis en sens inverse. C'est à peu près le même scénario que tantôt, la 40 Ouest à l'approche d'Anjou. Et puis, pour la métropolitaine en Ouest, on est à Viau. Et puis, Viau jusqu'à Descaries, comme ça, au ralenti. Et puis, voilà. Pour les ponts de Laval, P9 reste le plus occupé. Sinon, Papineau, Leblanc, c'est pas si pire. Olivier Charbonneau, La Chapelle et puis le pont Viau, là, rien de majeur à signaler. Ça passe bien quand même. C'est ça P9. Passe bien, c'est P9, le nœud gordien. Oui. Alors, on regarde la météo maintenant? Oui, la météo, bon, c'est toujours, bon, c'est ça, 20 degrés. Et ce soir, cette nuit, 17 Comment avec tu des dis? averses. Il fait 20 degrés. 20 degrés, oui. Merci. Avec des averses. Ce soir et cette nuit, 17. Et puis, demain, de la pluie, 23 maximum pour un minimum de 14 en soirée. Et puis, dimanche, du soleil, un peu de nuages. Et là, on parle de 26 degrés et pour un minimum de 16 en soirée. Lundi aussi, 26, alternant soleil de nuages et 15 en soirée. Là, pour le reste de la semaine, jusqu'à mercredi, on est en mode soleil. Alors? D'accord, merci beaucoup. On va à 17h20, Dominique, on se donne rendez-vous naturellement dans quelques minutes pour le mot de la fin sur la circulation, la météo, n'est-ce pas? Absolument. Et pour tout de suite, je pense que j'ai en ligne avec moi Emmanuel Choquette, qui est politologue, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que j'ai Monsieur Emmanuel Choquette avec moi? Bon après-midi, professeur. Bon après-midi, bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci, et vous? Oui, très bien. Alors, on regarde cette situation. Moi, ça me fait rire. Des épreuves allégées, une pondération revue à la baisse pour les élèves du primaire et du secondaire qui recommencent avec les examens. Des examens qui ont été annulés il y a 2 ans. Maintenant, il faut absolument qu'on évalue nos élèves, mais on dit que il devrait y avoir une pondération moins importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Sauf le respect que je vous dois, à moins que je me trompe, on m'a invité pour parler politique. Hein? Pour parler politique. Ok, d'accord. Alors, politique internationale, politique nationale. Attendez, là. Faudrait que je le vois, là. On m'a envoyé un message pour que je puisse discuter avec vous
des candidatures. Le message que j'avais reçu, c'était pour discuter des candidatures, notamment de Québec solidaire, des candidats politiques au Québec pour les prochaines élections. C'est autour de cette question-là qu'on m'avait dit qu'on voulait discuter une dizaine de minutes, là, je pense. Alors, oui, absolument, absolument. Et puis, nous, on n'a pas de problème du tout. Quelquefois, on est mélangé, surtout lorsque c'est vendredi, n'est-ce pas? Et vendredi, un peu pour tout le monde. Alors, Québec solidaire qui semble faire le bon choix, puisqu'on veut diversifier les candidats, aller chercher dans un bassin encore plus large de candidats. Et ça, c'est une chose, c'est comment dirais-je, un changement de cap de la part de Québec solidaire qui avait une niche et qui voulait rester dans sa niche, n'est-ce pas? Maintenant, on s'ouvre plus largement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, professeur? Oui, je pense que votre intervention fait suite au texte qui est paru aujourd'hui sous la plume de Charles Le Cavalier de la presse. Et j'avais répondu notamment avec collègue Martin Papillon de l'Université de Montréal sur justement ce contexte-là en ce moment qui fait en sorte qu'il y a d'autres candidats qui viennent de l'extérieur et qui est particulièrement, par exemple, dans le cas de Québec solidaire, qu'on retrouve, qui semble avoir une certaine attraction pour des candidatures reconnues dans leur milieu, comme dans le cas de Mme Généreux dans la circonscription de l'Estrie. Et puis, effectivement, c'est un peu, on pourrait dire, oui, c'est une espèce c'est presque inévitable dans un parcours d'un parti politique qui commence à s'installer, à s'incruster à l'intérieur, dans le cas du Québec présentement, dans le paysage politique. C'est-à-dire qu'il gagne en crédibilité. Bon, évidemment, les derniers sondages qui sont sortis ce matin, ils sont pas particulièrement bons pour Québec solidaire. Ils sont particulièrement bons pour la coalition Avenir Québec. Mais tout de même, on n'observe pas, par exemple, de chute importante comme on le voit, exemple, pour les libéraux. Évidemment, vous allez me dire, faut dire qu'on n'est quand même pas très élevé dans les sondages comparativement aux libéraux il y a peut-être 2 ans et demi, ou même avant l'élection de la coalition Avenir Québec. On n'a jamais vu le Parti libéral aussi bas dans les sondages. Mais il est vrai, par contre, qu'en ce moment, il semble que la coalition, que le Québec solidaire parvient à avoir peut-être une certaine crédibilité, du moins à attirer des candidats avec une plus grande réputation, pour le dire comme ça. Puis là, c'est un peu normal parce qu'effectivement, il y a comme, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans le texte, c'est que on assiste à une espèce de cercle, on dit vertueux, dépendamment de quel côté on se place, c'est-à-dire on commence à gagner en confiance, en popularité, on attire des gens qui veulent faire la différence, qui épousent un peu les perspectives du parti, mais qui sont prêts à l'élargir un peu. Est-ce que Québec solidaire on va chercher du monde. Est-ce que Québec solidaire est toujours un parti indépendantiste? Parce qu'on semble, au départ, qu'on voulait rester entre nous autres indépendantistes. Et puis, là, maintenant, on comprend que peut-être cette option de la souveraineté n'est plus très très populaire, en témoigne le Parti québécois qui reste bon dernier, n'est-ce pas? Et on essaye de diversifier un peu ces possibilités. Est-ce que Québec solidaire est encore un parti indépendantiste? Votre question, elle est très bonne parce que je pense que ça a toujours été un peu difficile. Ça n'a jamais été une étiquette très claire à Québec solidaire, un parti indépendantiste. On a cherché à se montrer très clair sur cette question-là, notamment aux dernières élections, puis on s'est positionné clairement. On est en congrès avec les membres, ils ont vraiment chassé ça dans le programme de dire, nous, on est un parti indépendantiste, tout à fait, mais cependant, c'est pas aussi ferme, c'est pas aussi clair, par exemple, qu'à l'intérieur du Parti québécois. Et en partie parce que il y a une partie des membres qui ont formé Québec solidaire qui ne sont pas issus de la question de la souveraineté ou de l'indépendance, qui sont issus de la question de la gauche sociale. La raison principale pour laquelle ils ont adhéré à Québec solidaire, c'est pour des raisons idéologiques sur le plan
par exemple, du bien commun, sur des perspectives économiques, des perspectives sociales, davantage à gauche. Tandis que la question de l'indépendance, ben, il y a des gens qui, effectivement, épousaient un peu ces perspectives de gauche et qui se disaient indépendants, qui joignaient les rangs du Parti québécois parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Maintenant, Québec solidaire étant là, ben, cette faction d'individus, de personnes, de militants, peut se reconnaître à l'intérieur du Parti de Québec solidaire. Mais c'est pas le socle qui les relie. Tandis que dans le cas du Parti québécois, là, on peut se retrouver à droite comme à gauche. C'est une coalition qui est reliée par l'idée de la souveraineté. Tandis que dans le cas de Québec solidaire, au point de départ, la souveraineté, c'est pas ça qui relie les membres de Québec solidaire, c'est plus les idéaux, les idées davantage à gauche. Or, si on veut élargir dans le contexte actuel les candidats et les candidates, ben là, on se retrouve en face d'un enjeu, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on reste campé complètement à gauche ou on va un petit peu plus vers le centre? Puis là, à ce moment-là, ben, il y a une faction de militants nettement plus à gauche qui risque d'être déçue. Et puis le parti de la CAQ vraiment trouve sa voie en ce que à la fondation même du parti, il y avait un peu de tout le monde, un petit peu du Parti libéral, du Parti québécois, un petit peu de tout. Et puis, de surcroît, la CAQ se coiffe de l'épithète nationaliste. Quoi de mieux pour les Québécois? Ben, en fait, effectivement, votre point est intéressant parce que la coalition Avenir Québec, de son nom, justement, c'est de ramasser une coalition qui voulait s'extirper de cet enjeu-là, souveraineté versus fédéralisme, Canada versus Québec, de ces affrontements-là. Mais en allant aussi, bien sûr, chercher une base qui était plus reliée à l'Action démocratique du Québec et qu'une base qui allait, bien sûr, un parti qui n'existe plus maintenant, mais une base qui était plus à droite, plus conservatrice, mais aussi plus autonomiste. Et on a marié cette idée-là de l'autonomisme, donc d'un Québec fort dans un Canada uni, on va dire comme ça. Et on a effectivement, avec à la tête François Legault, ben on est allé effectivement on a épousé de plus en plus une étiquette nationaliste, effectivement, à la coalition Avenir Québec. On est allé chercher à ce moment-là les appuis, effectivement, d'un électorat préoccupé, pas nécessairement par la question de la souveraineté, mais un électorat préoccupé par l'identité québécoise. Le renforcement, par exemple, du fait français au Québec. Donc, est une certaine façon, une certaine conception traditionnelle, ou je ne sais trop comment dire, mais je pense que ça a servi effectivement la coalition Avenir Québec qui a réussi à ce moment-là à aller chercher des appuis particulièrement dans les régions, et on le voit très bien dans le portrait actuel du paysage politique, puis aussi sur l'île de Montréal, mais plus en périphérie de Montréal, ou du moins, et peut-être plus à l'est, par exemple. Mais effectivement, je pense que ils sont parvenus jusqu'ici avec cette étiquette-là, nationaliste, autonomiste, à séduire. Et il faut pas oublier qu'ils font partie d'une mouvance internationale. Puis en ce moment-là, au moment où on se parle, il y a une mouvance internationale qui est très forte sur un discours plus populiste, plus identitaire, un peu exclusif aussi, des éléments qui ne sont pas toujours de l'ordre de rassurante, je suis bien d'accord, mais c'est un courant mondial. On l'a vu aux États-Unis, on le voit en Angleterre, au Royaume-Uni avec le Brexit, on le voit au Brésil avec Bolsonaro, on le voit un peu partout, effectivement, aux Philippines tout récemment, on voit il y a des inquiétudes, il y a des préoccupations sur le plan identitaire qui semblent s'exprimer à travers les urnes. Et vous diriez, professeur, qu'on n'a pas besoin d'être grand devin pour prédire que si la tendance se maintient, au mois d'octobre prochain, la CAQ aura un deuxième mandat. Ben oui, écoutez, toute chose étant égale par ailleurs, et ma boule de cristal vaut la vôtre, je pense que votre prudence de dire
si la tendance se maintient, formule consacrée, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Comme ça, on est protégé. Emmanuel Choquette, politologue, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, bon vendredi. Mais excusez-moi pour la petite méprise. Je vous en prie, pas de souci. Merci, au revoir. 17h32, on fait la pause commerciale de la demi de l'heure. Mesdames, messieurs, on vous revient pour la suite dans un instant. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Attention, fête des mères. Émission spéciale conçue pour vous, avec vous. En 2 ou 3 lignes, dites-nous le pourquoi de vos choix. Vos opinions, le texte, les paroles, la musique, le traité, le punch, le moment accrocheur, les pour et les contre. Écrivez-nous à cpapamaman1410 @gmail.com. Il est des moments dans la vie où il nous faut rappeler nos origines, célébrer notre évolution, raconter notre histoire. Nous sommes Polytronic 2.0. Notre code génétique, c'est toujours des appareils et accessoires électroniques. Cependant, nous avons refondu notre identité visuelle par de nouvelles couleurs, adopté un nouveau look, reconfiguré notre espace plancher, avec une écursion remarquée dans les secteurs des bijoux de fantaisie, des fragrances, des produits cosmétiques et de coiffure. Nous avons reconfirmé notre position en tant que magasin local, recréé le chemin contact avec la clientèle via les réseaux sociaux. Polytronic 2.0.
17h38, notre confrère Dr Jean-Fils Aimé est indisponible cet après-midi. Nous allons donc continuer la programmation avec Jean-Ismaël Robert. Alors, c'est moi, j'ai fait faire une erreur à Dominique qui a publié Jean-Ismaël Robert. Alors, désolé, Ismaël. Oui, c'est ça. Son micro, il faut lui donner le micro. Pardon, Ismaël. Mais ça date pas de maintenant, Dominique. Ne t'en fais pas, là. Voilà. Ça fait longtemps qu'il cherche à me rebaptiser, sauf que je suis pas quelqu'un baptisable. Du coup, moi aussi, je me suis retrouvé à te rebaptiser aussi, Ismaël. Je suis désolé, Ismaël. C'est correct, t'en fais pas. Moi, dès qu'on dit je sais que c'est moi, je réponds. Ok. Bébé, comme les gens de la MINUSTA, Ismaël Robert. Alors, Ismaël, on regarde l'actualité de l'Ukraine. Tu vois comment ça s'enligne, mon cher. C'est beaucoup de choses d'une certaine manière, mais on ne sait toujours pas où est-ce que la guerre va nous amener. Et peut-être que tu auras tendance à moins dire qu'il s'agit d'une guerre américaine, n'est-ce pas? Parce que tu vois que Volodymyr Zelensky continue à réclamer le soutien de l'ensemble de la communauté internationale, un soutien plus ferme, parce que, bon, le Donbass est sur le point de tomber totalement. Et on a besoin du soutien en armes, en argent, et ça c'est pas Joe Biden qui réclame, c'est Volodymyr Zelensky. Est-ce que on pourrait demander à Volodymyr Zelensky, comme l'Italie et la France, d'accepter de céder une partie du territoire à Vladimir Poutine pour avoir l'espoir d'avoir une fin de guerre? Le peuple ukrainien ne pardonnerait jamais à Volodymyr Zelensky de faire une sécession du territoire. Vaut mieux que ce soit Vladimir Poutine qui acquiert. Mais il faut rappeler, toi tu le sais, et je pense tous ils le savent, ça ne date pas de maintenant, cette histoire de Donbass. Ça date de 2014. Ça fait 8 ans que le Donbass est en guerre. Donc, quand on parle de Donetsk, Luhansk, c'est dans le Donbass. Donc, aujourd'hui... Non, mais je n'aime pas ce que tu fais. Non, laisse-moi venir. Laisse-moi venir. Ce que je veux dire par là, donc, ça ne s'étalait pas jusqu'à cet espace, mais il faut rappeler que ces territoires libérés se trouvent dans le Donbass. Ça, c'est un fait géographique qu'il faut savoir. Ismaël Robert. Oui, j'ai pas fini. Est-ce que tu vas être honnête pour expliquer à nos auditeurs que tu parles de 2014? Oui, 2014. Ça fait 8 ans. 2014, il y a une zone qui s'appelle le Donbass en Ukraine, qui est une zone pro-russe, on l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Et des pro-russes et des pro-ukrainiens s'affrontaient. Tout à fait. Ben, il y a 14 000 morts. 14 000 morts, on sait en grande partie, c'est du côté des pro-russes. Je parle pas de morts. Non. Ismaël. Bon, je t'écoute. Vas-y. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'il y ait une intervention étrangère dans le pays. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas d'une zone qui était toujours en guerre. Cette guerre, en 2022, a été amenée par les Russes qui viennent supposément au secours des pro-russes. Mais ça, c'est un pays étranger qui rentre en Ukraine dans une guerre inter-ukrainienne, on pourrait dire, avec des gens qui se disent pro-russes d'un côté et des gens qui se disent pro-ukrainiens de l'autre. Et maintenant, il y a un pays étranger qui intervient. Ça, là, c'est autre chose. On s'entend? Je te suis. Est-ce qu'on s'entend que c'est autre chose? On peut s'entendre. On peut s'entendre si tu admets qu'il n'y a pas qu'un seul pays étranger qui s'était
immiscés dans cette guerre. Est-ce que tu es d'accord aussi que les pays occidentaux se sont immiscés dans cette guerre depuis 2014? D'ailleurs, non seulement ils ont formé, vous avez, toi, tu le sais, vous avez des spécialistes, des analystes politiques dans cette radio, qui ont le devoir de rappeler ces faits historiques. C'est-à-dire, 2014, on a formé l'armée ukrainienne, notre pays, le Canada, a participé. C'était pas pour combattre à Kiev, c'était pour combattre à Donbass. Donc, il faut le rappeler, ce genre de choses. C'est un fait. Alors, moi, je te dis, si je dis vrai, tu me dis je dis vrai, l'intervention de la Russie sur le territoire, ça a commencé en 2014, mais c'était une incursion supposément pour venir en aide, à les supporter, etc., en disant qu'il n'y avait pas de guerre. On s'entend? On peut s'entendre, mais on s'entend pas. On s'entend, c'est des citoyens de même... c'est des citoyens d'un même pays qui ne s'entendaient pas, qui se livraient une guerre, et maintenant, en 2022, 8 ans plus tard, la Russie intervient au moment où on s'y attendait le moins. Oui, la Russie l'a dit, c'est une intervention militaire, non seulement pour corriger, je ne vais pas répéter parce que je n'y crois pas, forcément c'est ça. Par contre, c'est des faits, si je répète, je ne crois pas, si je répète les faits, c'est ça. Non, je ne crois pas, c'est ce type de discours-là. Je ne crois pas, mais forcément c'est ça. Je ne crois pas forcément que c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que je répète parce que nous continuons à répéter, c'est-à-dire les salves de Vladimir en Occident. Je répète, on ne donne pas la parole à la personne ou bien aux belligérants qui sont en face. Moi, personnellement, je reconnais ces deux pays belligérants. Pour les raisons... Je suis d'accord que c'est la Russie qui est intervenue en Ukraine en ce moment-ci, au mois de février. Je ne peux pas nier, c'est un fait. C'est un fait. Par contre, je rappelle, parce que c'est historique, tout est lié dans la vie pour moi. Il n'y a rien qui soit isolé. Tout est lié. Dans la mesure où ça date de 2014... Et d'ailleurs, les faits le rappellent, tous les historiens, même les occidentaux, à qui l'on ne donne pas la parole aujourd'hui, le rappellent. Donc, c'est ce qu'on appelle une intervention provoquée. D'ailleurs, on a même eu à faire des comparaisons entre l'Irak par audace. Ils disent que ce n'était pas provoqué en Irak, alors que ça s'est provoqué parce que c'est la Russie. C'est des faits historiques pour pouvoir mieux analyser. Moi, c'est ma pratique d'analyse puisque j'utilise la méthode dialectique pour analyser. On me dit qu'il faut toujours faire un pas vers l'histoire parce que tout est lié. Voilà. Regarde comment il me regarde. Regarde comment est-ce qu'il me regarde. moi, en attendant que tu prennes la parole, je sais que tu vas venir et je vais te laisser tout le temps pour faire ça. Par contre, moi, j'aimerais aujourd'hui que les Occidentaux, comme les Russes, se rendent à l'évidence. C'est pas par la guerre qu'on va résoudre le problème. Il faut trouver un moyen parce que par procuration, on fait la guerre, on a utilisé les Ukrainiens pour des raisons d'intérêt. Comme la première guerre mondiale, qui a été une guerre, on sait, une guerre de rapine. Donc aujourd'hui, on est en train d'utiliser d'autres peuples, comme on a déjà utilisé d'autres peuples, on utilise le peuple ukrainien pour faire cette guerre. Cette guerre n'est pas la guerre des Ukrainiens. Ils sont là-dedans, ils se font bombarder, malheureusement. J'aimerais aujourd'hui que les gens qui sont épris de justice, c'est-à-dire se réunissent pour dire que basta. Basta, qu'on en finisse parce qu'on a vu, on voulait isoler, et la Russie, ça n'a pas marché. Voilà. Vas-y. Vas-y. Je n'ai rien à dire. Oh non, mais pourquoi tu n'as rien à dire? Non. Vas-y. Je m'excuse, je t'ai coupé la parole. Non, mais je n'ai rien à dire, puisque on traficote de tout... le discours pour dire la réalité, c'est que il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine qui a un problème et c'est comme si on aurait un problème entre des gens de l'Artibonite, n'est-ce pas, et un pays étranger. La République dominicaine interviendrait parce qu'il y a un groupe dans ses habitants
qui se dirait pro-dominicain, et la République dominicaine intervient et reconnaît l'indépendance de telle région. Ça ne se fait pas. Arrêtons un peu là de travestir la réalité. C'est une réalité, à savoir que c'est la Russie qui a attaqué un pays indépendant reconnu internationalement. Et quand c'est arrivé le cas des États-Unis qui ont attaqué l'Irak, et tous ici à la radio on disait ce n'était pas normal. Et qu'on avait trouvé des prétextes fallacieux pour attaquer l'Irak. Et aujourd'hui encore, on continue à dire que c'était mauvais. Aujourd'hui, que c'est le cas de la Russie d'attaquer un pays indépendant, Ismaël, il me semble qu'on n'a pas à dire, à passer par des détours pour dire que c'est un pays indépendant, l'Ukraine, qui a été attaqué par un autre. Alors, maintenant, si on me dit que la solution, c'est de reconnaître que l'attaque est une attaque justifiée, de quelle manière je vais reconnaître qu'un pays reconnu internationalement par un autre, par la communauté internationale, reconnu donc que ce pays puisse être attaqué par un autre pays indépendant, un pays qui de surcroît possède l'arme atomique et toutes les forces possibles et imaginables. De même que l'attaque qui a été faite par les États-Unis contre l'Irak était une attaque injustifiée. L'attaque des Russes contre l'Ukraine est une attaque injustifiée. Est-ce que tu es d'accord? Jusque-là, je n'ai jamais dit que c'est injustifié. Mais si. Est-ce que tu es d'accord? Je n'ai jamais dit ça. Que? Est-ce que tu es d'accord que je n'ai jamais dit c'est une attaque justifiée? Alors bon, est-ce que tu es d'accord? Je n'ai jamais dit ça. On arrête là. Oh non. Si l'attaque n'est pas justifiée, on arrête là. On dit que c'est la même chose. Non, Ismaël. Si c'est ça, on n'a pas besoin de faire une émission de 30 minutes. Non, c'est de la diversion que nous faisons en disant que l'attaque des Américains contre l'Irak était une attaque injustifiée. L'attaque aujourd'hui de l'Ukraine est une attaque injustifiée. Ouais. Non, le point, ça ne peut pas être, parce qu'on fait de l'analyse politique. Quand on fait de l'analyse politique, il faut non seulement discourir, mais en même temps, il faut rappeler certains faits, certains événements pour la compréhension du public. Toi et moi, nous avons nos compréhensions. Si on fait des discours juste pour faire des discours non. ou pour supporter notre idéologie politique, Ismaël, entendons-nous là. Non. Si on fait ça uniquement, on n'est pas honnête vis-à-vis de l'auditoire. Non, mais on s'entend. Mais Ismaël, on s'entend. Il faut que tu me permettes de faire cette petite clarification. J'ai toujours dit à ce micro, et d'ailleurs je m'assois toujours à la même place. C'est cette fâcheuse habitude que j'ai. Je m'assois toujours à la place. J'ai déjà dit à ce micro, j'ai rien à cirer avec Vladimir Poutine. Entre ce que tu dis et ce que tu dis. Par contre, là, entre ce que tu dis et ce que tu analyses, en faisant des détours, etc., tu sembles vouloir... Aujourd'hui, je voudrais que tu dises et que tu reconnaisses c'est une attaque injustifiée. Non, ça ne peut pas être comme ça. Parce que sinon, moi, c'est pas les mathématiques. Est-ce que l'attaque est justifiée? C'est pas les mathématiques. Est-ce que l'attaque est justifiée? Permet que je dise ce que j'ai à dire. C'est pas les mathématiques qu'on peut dire 1 et 1 font 2, c'est fini là. Non. Et même là encore, on peut dire 1, 0, 0, c'est-à-dire par exponent, c'est-à-dire pour exposer, pour extrapoler, ce que j'ai envie de dire, en parlant d'attaque justifiée ou non justifiée, je sais que c'est pas correct de poser une question par une question. Par contre, je me permets de revenir là-dessus. Est-ce que les Occidentaux qui interviennent, qui envoient des armes, à flot, qui est beaucoup d'argent, est-ce que c'est parce qu'ils sont contre des attaques injustifiées? C'est la question que j'ai envie de poser. Alors, voilà comment que je vais te répondre, Ismaël. Supposons que ton frère est attaqué. La maison de ton frère est attaquée. Qu'est-ce que tu fais?
est-ce que tu dis à ton frère, organise-toi, défends, c'est ta vie qui en dépend, la vie de ta famille, défends-toi comme tu peux. Ou est-ce que tu viens à la rescousse de ton frère? Je viendrai à la rescousse de mon frère. Bon, cela dit, mais j'ai plusieurs frères. Cela dit, je ne choisirai pas parmi mes frères. Écoute, c'est toi qui as plusieurs frères. Peut-être que moi, je n'ai qu'un seul frère. Bon, ok. Ismaël, quand tu réponds là, n'essaie pas de justifier par la suite. Normalement, lorsque l'autre est attaqué, et c'est d'ailleurs la logique de l'OTAN, n'est-ce pas? Un pays qui est attaqué, ben, un pour tous, tous pour un. C'est la logique de l'OTAN, et c'est pour ça que Vladimir Poutine ne veut pas que l'Ukraine fasse un jour partie de l'OTAN. Sauf l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'intervention directe. Cela dit, Ismaël Robert, là, maintenant que la chose se passe de cette manière-là, le contraire aurait été de laisser l'Ukraine se défendre. Si tu veux prôner ça, qu'on laisse l'Ukraine frire dans son huile ou dans son jus, qu'on laisse l'Ukraine crever, tu le dis. Mais si tu crois qu'il y a une force armée bien équipée, la deuxième force militaire au monde, qui attaque un pauvre petit pays en armement et tout ça, là, tu devrais dire, ah ben oui, l'ensemble de la communauté internationale devrait se mettre pour dire non à cette situation, tout comme lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, l'ensemble de la communauté devrait se lever et dire aux États-Unis et à l'Angleterre, n'est-ce pas? C'était les deux. Vous avez tort d'envahir l'Irak. Ben, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont massacré, ils ont permis aux États-Unis de tuer 1 million d'habitants. Arrête. 1 million d'habitants. Arrête de continuer là-dessus. Non, il faut. Mais on dit que ça, c'est ce qui devrait être fait. Maintenant, si ça n'avait pas été fait, c'est un peu parce que lorsqu'on dit qui ne dit mot consent, eh ben, on consentait à ce que cela se faisait contre l'ancien dictateur qu'on appelait l'ancien dictateur, jusqu'à lui donner la mort. On l'appelait l'ancien dictateur parce qu'on le détestait. Mais ce n'était pas notre fils de pute. Parce que c'est ce que les États-Unis disent. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Non, alors, c'est à nous, le monde libre, à prendre conscience de ce qui devrait être la nouvelle façon de faire aujourd'hui. Mais c'est ce que je veux te dire. Lorsqu'un pays est attaqué injustement, comme ça, on en finirait avec des attaques comme ça, là. Mais c'est ce que je viens de te dire. Ça veut dire que de ne pas suivre le Canada, de ne pas suivre les États-Unis, de ne pas suivre la France, toi et moi, mettons-nous ensemble pour dire basta à la guerre. Ismaël, lorsqu'un pays est attaqué, c'est pas vrai, là. Arrête de dire ça. Tu sais que on n'arrête pas une guerre en disant basta la guerre. Donc si c'est pas ça, tu sais que c'est pas comme ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, donc ça tu le sais. Donc qu'on choisisse un camp. Alors, ce que je te dis, le feu normalement, c'est avec du feu qu'on arrête le feu. Je suis d'accord. Et ça, je suis partisan. Si l'Ukraine ne dispose pas de moyens de se défendre, ne dispose pas de moyens d'attaquer la Russie, le monde libre doit l'aider. Alors voilà. Et pourquoi le monde libre n'aide pas le Yémen aujourd'hui que l'Arabie Saoudite est en train de massacrer avec les armes des Occidentaux, avec les armes de la France, avec les armes... Arrête de poser cette question. Regarde là. Ce que tu dis, ce que tu devrais dire... Tu devrais dire que, de même qu'on fait pour l'Ukraine, on doit faire la même chose pour le Yémen. C'est ce que je viens de dire. On doit faire dire. la même chose pour toutes ces guerres oubliées d'Afrique. C'est ce que je viens de dire. Eh bien, oui. Mais arrêtons de dire, c'est comme, je dirais, exemple, là, on est en train d'accueillir des Ukrainiens un peu partout.
Un peu partout. Non. On est en train d'accueillir des Ukrainiens un peu partout. Et on rejette les Haïtiens. Et moi, on les retourne en Haïti. Je regarde là. Dans l'enfer. Je regarde le passage de chemin Roxham. Legault dit qu'il faut fermer. Non seulement Legault dit qu'il faut fermer, mais le Canada refoule. Les États-Unis refoulent des Haïtiens dans l'enfer qu'ils ont créé en Haïti. Ismaël. Alors, la question. Est-ce que on devrait dire aux Canadiens de Trudeau, au Canada de Trudeau, d'arrêter d'accueillir les Ukrainiens? Non, au contraire. Moi, je suis pour qu'on sauve les gens. D'ailleurs, pour moi, la terre n'appartient à personne. Alors, la terre appartient à l'humanité. C'est pas pour toi, Ismaël. Non, mais c'est moi qui fais l'analyse. Ismaël, c'est pas pour toi. La réalité du monde fait en sorte qu'il y ait des frontières, qu'il y ait une immigration qui est organisée de telle manière. La force. La force qu'ils ont imposé ça. C'est pas une réalité naturelle. Mais tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? La réalité d'aujourd'hui fait que si tu as besoin de rentrer au Canada, tu as besoin de visa, tu as besoin d'aller, etc. Oui, il faut respecter et reconnaître. Sauf que tu m'as pas permis de parler d'Haïti parce que je voulais aujourd'hui que les Haïtiens reconnaissent les menteurs, que leurs géniteurs ont avoué la vérité. Moi, tu m'as pas permis de parler de ça avec toi. Ismaël, on va parler parce que j'ai pas vu passer le temps. Tu as trop parlé, Ismaël. On va parler de quoi à ton émission cet après-midi? Justement, on va parler de l'article, les 4 articles de New York Times. Et on va parler en deuxième partie les élections en Colombie et ce qu'on appelle le sommet des Amériques. Encore les États-Unis qui agissent en cavalier seul, qui refusent des pays de participer dans leurs propres affaires. Le sommet des Amériques qui appartient aux Américains, pas aux États-Unis. Mais ils refusent que le Nicaragua, le Venezuela, le Cuba participent. Je pense que c'est le Nicaragua qui a dit basta là, je veux pas participer. C'est le Nicaragua qui l'a dit. C'est pas le Nicaragua, sachant qu'ils ont été refoulés. Même Diaz a dit ça à Cuba, il dit que de toute façon, nous n'allons pas y participer. Mais on sait que c'est parce que les États-Unis ne voulaient pas les inviter. D'ailleurs, il y a plein de pays en Amérique latine qui font pression sur les États-Unis. D'ailleurs, AMLO, jusqu'à présent, dit « J'ai reçu mon invitation. J'attends. Peut-être cet après-midi, je vais prendre une décision. Je ne sais pas si je vais participer parce que ce que font les États-Unis, c'est pas bon. » Alors, donc, tu vas voir, là, si on avait une bonne solidarité, on devrait s'organiser pour boycotter cette grand-messe. Moi, je t'attends. Faut toujours que tu fasses ça. Mais tu vas voir, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu parce que tout le monde veut se faire photographier avec l'oncle Sam. Tu as raison quelque part là-dedans. Merci et bonne émission, Ismaël. Merci. Un dernier mot, Dominique. Oui, pour comment ça se présente? Ça se présente, bon, écoute, P9 reste encore occupé. Sinon, les autres vont du côté de Laval, c'est ça, Laval, Montréal, ça va. Olivier Charbonneau, Vieux, La Chapelle, Papineau, Leblanc, et puis un peu de ralentissement et du côté de la Rive-Sud, le tunnel, occupé, c'est ça, vers la 25 Sud, vers le tunnel. Et puis Champlain aussi est au ralenti encore, on est, toujours à Turcot. Bref, c'est à peu près ça. Et puis les métropolitaines, c'est le début, c'est ça, Côte-de-Liesse, Christophe Colomb, ensuite, c'est ça, la Cordon Langelier, puis en sens inverse, c'est Saint-Michel, d'Iberville, et puis un peu les 2-15, voilà, les 2-15. Et puis, un petit mot de la météo aussi. La météo ce soir et cette nuit, c'est ça, de la pluie pour cette nuit et demain. Est-ce que on est vraiment avec alternance, c'est ça, pluie et alternance soleil-nuage plutôt, je dirais, entre les deux, pour un maximum de 26 degrés, c'est ça, 26. Et c'est ça. Mais des averses encore plus des averses, parce que on s'entend, Ernest, il y a moins de soleil que des gouttes de pluie, alors ce sera plus de la pluie. Et dimanche, du soleil pour dimanche, du lundi aussi. Alors, merci beaucoup Dominique, et puis bonne fin de semaine. Merci, pareillement. Bonne fête des mères haïtiennes à toutes. Merci, et à lundi. À lundi. Alors, on remercie. Merci, John.
Merci. Et on remercie le député de Vieux, Franz Benjamin, Jean-Emmanuel Pierre, professeur Jolicoeur, professeur Emmanuel Choquette, et puis Ismaël Robert, qui étaient nos invités. Et puis, on vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre émission de Billets de retour. Merci. Au revoir. On va vous laisser en compagnie de Cabaret des idées avec Ismaël Robert et Donald Couturleta. Merci, mesdames, messieurs. Au revoir et à la prochaine. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques.